Nous savons par l'auteur du jeu que le décryptage final des reliquats est relativement plus simple que plusieurs énigmes antérieures. Cela doit signifier, me semble-t-il, qu'en fait, dans cet essai de compréhension de ce que peuvent vouloir dire ces titres, il ne faut pas chercher midi à 14h. Soit c'est l'histoire qui est racontée qui doit nous inspirer quelque chose, soit c'est son apparition dans le jeu à un moment précis qui correspond à quelque chose. Donc, ces deux titres assemblés doivent évoquer quelque chose. Il nous faut donc les prendre un par un pour essayer d'appliquer ce raisonnement. Reprenons les couples de reliquats. Le premier ensemble, le gouffre de la pierre Saint-Martin avec le voyage au centre de la Terre. C'est relativement simple a priori. Nous descendons à l'intérieur de la Terre, le voyage au centre de la Terre, le concept du centre, et le gouffre de la pierre Saint-Martin, nous l'avons identifié, c'est l'Averna, un grand espace circulaire nu. Je lis donc ces deux reliquats de la façon suivante. Au milieu de la zone, un espace circulaire sans construction. Étant évidemment curieux, je regarde sur la carte si ça semble vouloir correspondre à quelque chose. Effectivement, au centre de la zone, il n'y a absolument aucune construction humaine. Le livre de la chasse et la guerre des Gaules. Souvenons-nous, le livre de la chasse est issu de la confirmation par la baie de Somme et par la ville d'Abbeville. La guerre des Gaules, c'est Jules César, la victoire sur les Gaulois. Abbeville, la ville de la baie. Jules César et Vercingétorix, les Gallo-Romains. L'association peut nous donner la ville de la baie, le site gallo-romain, soit en extrapolant un peu, une villa gallo-romaine trouvée par un abbé. Reste à confirmer évidemment. À peu près au centre de la zone, dans le bois du Crotoport, on trouve inscrit sur la carte « Vestiges gallo-romains fouilles ». La Vénus d'Île avec l'expérience intérieure. La Vénus d'Île, c'est simple à comprendre. C'est la statue en bronze déterrée. Nous sommes dans un jeu où nous cherchons une statuette de bronze enterrée. L'expérience intérieure en 520, c'est le supplice, le triple supplice, alésien. La conjonction des deux est donc relativement évidente. Sur le site gallo-romain où ont eu lieu les fouilles, une statue en bronze a dû être déterrée. Les Misérables avec le comte de Monte Cristo. Les Misérables, c'est Jean Valjean, issu de Jean et Jean, partage-l'an en 500. Les deux Saint-Jean, Saint-Jean d'Angély, Saint-Jean de Luz. Donc une notion de partage en deux, d'un même élément composé de deux parties. Le comte de Monte Cristo, c'est celui à qui l'abbé Faria a indiqué la place du trésor. Monte Cristo semble donc confirmer qu'un abbé va avoir un rôle à jouer pour accéder au trésor, à la statuette en bronze enterrée. Le partage en deux des Misérables pourrait signifier que la super solution est en fait en deux parties, s'articule sur deux blocs différents les uns des autres. Une première partie pourrait être par exemple les reliquats qui confirment que nous sommes au bon endroit, qui nous expliquent ce que nous voyons sur la carte, et la seconde partie qui nous explique comment comprendre le reste pour aller au pile-poil. Le Petit Prince et Micromégas. Le Petit Prince, en 600, nous est donné par la clé tenue en main, la clé azimut 30 qui nous donnait Chaumont et l'allumeur de réverbère. Micromégas, c'est Mam, Mi, Mo, manque Mu, et Mu, c'est 666. Par conséquent, je pense que l'on peut lire ce couple de reliquats comme étant tracé vers l'azimut 30 et mesuré 666. Sans doute, vu que nous sommes sur une carte IGN, 6,66 cm. L'aiguille creuse
et Le nom de la rose. L'Aiguille creuse, c'est le roman où Arsène Lupin va se procurer le document codé qui lui donnera accès au trésor. Le nom de la rose, c'est l'histoire policière qui permettra au héros de trouver le fameux livre qui se trouve dans la bibliothèque de l'abbaye et qui tue tous les gens qui s'en approchent. Par conséquent, je pense que cette alliance de reliquats pourrait se lire de la façon suivante. Une carte du trésor, un document faisant référence au trésor, se trouve dans un livre présent dans la bibliothèque de l'abbaye. L'abbaye étant évidemment Vézelay dans ce cas précis. 20 000 lieues sous les mers, la planète des singes. La planète des singes, c'est un livre et un film. Le film, le moment marquant, c'est la statue qui apparaît, qui sort de terre. Dans le livre, la chose importante qui est au début et qui s'expliquera tout à fait à la fin, c'est le document qu'une famille récupère. Un document sur lequel est raconté quelque chose. 20 000 lieues sous les mers, ça signifie certainement que c'est sous l'eau, que c'est dans l'eau, que ça apparaît en sortant de l'eau. Bref, je pense qu'on peut lui attribuer comme signification un document qui raconte la découverte d'une statue qui sort de l'eau, par exemple. Le traité de l'équilibre des liqueurs avec la théorie de la relativité restreinte et générale. L'équilibre des liqueurs, c'est Pascal, c'est le thermomètre à mercure sur le puits de Dôme, c'est le temple de Mercure. Le traité de la relativité, c'est Einstein, et en 600, c'est ce qui nous permettait de pointer la commune de Lalonde, absente sur la carte. L'alliance des deux pourrait bien signifier un temple de Mercure non marqué sur la carte. Sur le pont d'Avignon avec le pont de la rivière Quoy. Sur le pont d'Avignon, c'est la 580. En 580, la mesure 6-8, Forbach et Ricourt, nous a menés à l'île de Porquerolles. Porquerolles, alors que nous trouvons sur la carte de la zone le Crotoport, où se trouvent les ruines romaines, le pont de la rivière Quoy, comme pour le pont d'Avignon, fait penser bien évidemment à une voie de communication ancienne détruite, partiellement visible par endroits. La traduction de cette alliance de deux reliquats peut faire penser à un ancien chemin disparu traversant le Crotoport, sans doute une ancienne voie romaine. Le coche et la mouche avec la fable et la vérité. Les deux fables, celle de La Fontaine et de celle de Clarisse de Florian. Le coche et la mouche, en 780, c'est La Fontaine. Et La Fontaine, c'est celle du jardin de l'Observatoire, les 4 parties du monde. Une fontaine de forme ronde. La fable et la vérité, en 520, c'est la vérité qui sort du puits. L'alliance de cette fontaine et de ce puits peut peut-être faire penser à une fontaine circulaire, à un plan d'eau circulaire, anciennement un puits. Don Quichotte et la chanson de Roland. Couple de reliquats plus compliqué, car ne fonctionnant pas, à mon avis, de la même façon que les autres. Don Quichotte, c'est évidemment Rocinante, donc Nantes, le méridien de Nantes. La chanson de Roland, c'est Roncevaux, c'est le Gros Rocher, mais c'est également le méridien de Nantes. Donc, il est possible que Don Quichotte et chanson de Roland nous désignent la même chose, le méridien de Nantes, avec 2 choses à trouver dessus, bien évidemment. Sur ce méridien, la première chose que nous pouvons retenir, c'est Arcenré, qui nous est pratiquement désigné par le visuel. La seconde chose, c'est Nantes. Le méridien ne passe pas au milieu de ce qui figure Nantes, mais légèrement sur le côté, et la forme de la ville de Nantes sur la 989 ressemble fichtrement à l'image que Michel Becker
a peint derrière l'aiguille de la boussole. On peut donc penser que Arcenré étant, de par sa nature même, un amer remarquable, donc un point remarquable, un repère pérenne, dirait Max Valentin, et Nantes, un trapèze. La chanson de Roland, c'est également Durandal, et Durandal n'a pas pu se briser contre un gros rocher. Il peut y avoir un rapport avec un gros rocher. Il est possible que l'on puisse lire, c'est ce que je retiens pour l'instant, un repère pérenne en forme de trapèze. Le Tour de France par 2 enfants avec le Tour du monde en 80 jours. Le Tour du monde en 80 jours, c'était l'énigme 780, l'énigme des horloges astronomiques, l'énigme du méridien qui, selon le sens dans lequel on faisait le tour de la Terre et on le rejoignait, faisait gagner ou perdre 24 heures aux voyageurs. Ce Tour du monde en 80 jours avait mis en évidence, en provenance de l'horloge astronomique de Beauvais et en direction de Calais, la motte de Guines, avec sa tour de l'horloge. Le Tour de France par 2 enfants, c'est l'énigme 530. C'est la charade de la 530, les 5 premières phrases qui nous permettaient de découvrir ce livre, Le Tour de France par 2 enfants, qui allait nous donner le mode d'emploi de la chasse avec les 2 chemins. Pour trouver le tout de cette charade, il suffisait d'être sage. En 530, nous avons vu que Sage, c'était Georges Balthazar Sage, le premier directeur de l'école des mines. En refeuilletant ce livre que je n'avais plus lu depuis plus de 50 ans, je me suis aperçu que la 2e ville où les enfants arrivaient était la ville de Vesoul, et que cette ville de Vesoul permettait d'enseigner ce qu'était qu'une mine de fer. Charles VII, Jeanne d'Arc, le tome 5 de l'histoire de France de Michelet, avec Le Roi de Fer, le premier tome de la saga de Maurice Druon, Les Rois Maudits. Charles VII et Jeanne d'Arc, c'est bien évidemment le royaume de Bourges, ce petit bout de royaume que Charles VII essayait de conserver face à l'invasion anglaise alliée à la Bourgogne. Le Roi de Fer, c'est Philippe le Bel, mais dans ce cadre précis, c'est le fer que je retiens. Cela signifie donc un petit royaume de fer, c'est-à-dire un espace qui est consacré au fer, à trouver sur la carte IGN. Effectivement, il y a une grande partie de la zone qui est en fait les bois de Chauffour-Ferrières, ce qui signifie les bois où l'on faisait fondre le fer. Cyrano de Bergerac est le vicomte de Bragelonne. Le vicomte de Bragelonne, c'est le roman où Alexandre Dumas utilise un personnage réel, le masque de fer, pour en faire le frère jumeau de Louis XIV. Cyrano de Bergerac, c'est le personnage principal de la pièce éponyme d'Edmond Rostand, mais c'est également l'écrivain dont s'est inspiré Edmond Rostand, Savinien de Cyrano de Bergerac. L'œuvre principale de Cyrano de Bergerac, le vrai, est un roman qui s'intitule « L'histoire comique des États et empires de la Lune ». L'histoire se passant sur la Lune. La seule chose de remarquable sur la Lune, ce sont les cratères. Il fallait donc vérifier s'il était possible d'allier Cyrano avec un cratère. En faisant des recherches et en se procurant la liste des cratères de la Lune, puisque chaque cratère de la Lune porte un nom en hommage à un astronome, en hommage à un écrivain, je m'aperçus qu'effectivement, qu'il existait bien le cratère Cyrano en hommage à Cyrano de Bergerac, le vrai. Récapitulons. Nous avons maintenant un ensemble de 14 reliquats. Il convient d'ores et déjà d'essayer de remettre ces reliquats, ces 14 reliquats, dans l'ordre, puisqu'apparemment ce n'est pas l'ordre exact qui est apparu lors du décryptage.
Je pense que, logiquement, le premier reliquat est celui qui nous dit « Nous devons comprendre les deux parties de la solution ». Je mets en deuxième place un vaste espace sans construction humaine, validé par la carte IGN. Ensuite, le reliquat qui parle de la villa gallo-romaine trouvée par un abbé. Le reliquat suivant me paraît également logiquement être celui qui nous dit qu'une statue en bronze a été déterrée sur ce site gallo-romain. Ensuite, j'ai tendance à vouloir essayer de mettre le livre qui raconte la découverte d'une statue qui sort de l'eau. Donc, il va falloir s'intéresser à ce livre, d'autant plus que je mettrai comme reliquat suivant, le document qui donne accès au trésor se trouve dans un livre. Puisque nous sommes sur le site gallo-romain, je mettrai ensuite comme reliquat celui qui nous dit un ancien chemin disparu traversant le Crotopore. Logiquement vient ensuite le temple de Mercure, absent sur la carte. Ensuite, puisque nous aurons, si nous réussissons, et s'il existe, trouvé le temple de Mercure, il est logique de penser que c'est à partir de ce temple qu'on nous a demandé de trouver qu'il faudra tracer azimut 30 et mesurer sur la carte 6,66 cm, ce qui va nous donner a priori quelque chose d'intéressant dans un ensemble qui serait la forêt domaniale de Chauffour-Ferrières. Une fontaine circulaire issue d'un puits, donc dans la forêt domaniale de Chauffour-Ferrières. Et comme par hasard, comme je suis curieux, je l'y trouve, la pièce d'eau circulaire dans les bois de Chauffour-Ferrières. En ce qui concerne la fin, repères pérennes en forme de trapèze, monticules de mine de fer et anciens cratères d'extraction du fer, il est impossible de savoir dans quel ordre ils se mettent exactement. Il va donc, dans un premier temps, falloir essayer de résoudre cette histoire de statue qui sort de l'eau et qui est racontée dans un livre. Trouver ce fameux livre, sans doute facile en 1993, mais lorsque j'ai abordé cette super solution fin 2017, début 2018, c'était nettement moins simple. C'est donc fin 2017 que j'ai décidé de me rendre à Vézelay pour essayer d'en savoir plus sur ce livre. Et effectivement, j'en ai appris pas mal. J'ai appris qu'au musée des fouilles de Saint-Père se vendait un livre d'un monsieur qui est l'archéologue qui a mis à jour les fontaines salées, ainsi que ce qu'il s'appelle le centre sidérurgique gallo-romain du Crotopore. Qu'il s'agit d'un abbé, monsieur l'abbé Lacroix, que le centre sidérurgique du Crotopore a mis en évidence une villa romaine, que ce livre était en vente jusqu'à la fin des années 90, mais qu'il était absolument épuisé. Bibliothèque municipale fermée, syndicat d'initiative fermé. Ayant amené la carte IGN, j'ai décidé d'aller visiter ces fouilles gallo-romaines pour essayer de voir si j'y trouvais d'autres informations. Chemin à travers bois pour arriver sur ce qui est noté comme l'aire de pique-nique et qui est en fait la villa de l'abbé, la villa gallo-romaine de l'administrateur du centre sidérurgique gallo-romain. Le panneau placé devant la maison gallo-romaine comporte un plan. Sur ce plan se trouve désigné une voie romaine ainsi qu'un fanum. Un fanum, c'est un petit temple chez les Romains. Je décidai donc de continuer sur le chemin pour trouver éventuellement la voie romaine et le fanum. Sur le chemin apparut le panneau indiquant le temple, mais par contre, pour y accéder, pas vraiment de voie romaine. Un sentier obstrué par des arbres abattus par les différentes tempêtes, mais au final, au bout de quelques centaines de mètres, apparut le fanum indiqué.
Maintenant, savoir s'il s'agit d'un temple de Mercure ou d'un temple à Apollon ou à Vénus, seule la découverte du livre pourra sans doute l'indiquer. La quête du livre, en 2017, sans Internet, aurait été pratiquement impossible. Téléphoner à tous les vendeurs de livres d'occasion de France et de Navarre pour essayer de savoir s'ils avaient un livre d'un certain abbé Lacroix, cela me paraît hautement problématique. Heureusement, grâce à Internet et grâce à tous les sites en ligne, j'ai rapidement trouvé des informations concernant d'une part, le centre sidérurgique du Crotoport, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques ouvrages scientifiques qui ont été numérisés tout ou partie. Et j'ai également trouvé la liste de tous les ouvrages et articles écrits par l'abbé Lacroix. Et j'ai réussi, grâce à ça, à identifier le livre dont j'aurais besoin et à le trouver chez un vendeur de livres d'occasion où j'ai pu le commander par Internet. Plutôt qu'un livre, il s'agit d'un opuscule. Il n'est pas très épais. Son titre explique bien de quel sujet il traite. Préfacé par Maurice Druon. Maurice Druon, l'auteur des Rois maudits, tome 1, Le Roi de fer. La première partie de l'ouvrage est consacrée à ce qui nous intéresse au premier plan. Une statuette de Mercure découverte dans le Fanum du Crotoport. On peut donc appeler ce Fanum un temple de Mercure, ce temple de Mercure ayant révélé une statue en bronze qui y était enterrée. Encore plus intéressant, l'ouvrage nous révèle comment cette statue a été découverte et nous explique du coup le pourquoi du reliquat, la statue trouvée dans l'eau. En fait, elle n'est pas trouvée dans l'eau, elle a été révélée par la pluie qui a coulé entre les planches d'une couverture provisoire, creusant un endroit spécifiquement et révélant cette statuette de Mercure. Le reliquat, une statue bronze déterrée révélée par l'eau, s'applique donc parfaitement. Le livre de l'abbé Lacroix nous en apprenait déjà beaucoup. Mais c'est à la toute fin du livre, après la dernière page, collé sur l'intérieur de la dernière page de couverture, que se trouvait la chose incroyable et qui pourtant était bien là et avait en quelque sorte été annoncée par la super solution de Max Valentin. Une carte du trésor. Comme dans les romans de l'île au trésor, où effectivement il fallait une carte pour trouver le pile-poil. Max Valentin nous l'a dit, la super solution, une fois trouvée, s'appliquera sur la carte IGN. C'est donc cette deuxième carte, cette carte du trésor, qui va nous faire comprendre où nous devons aller très précisément. Et la carte IGN va nous permettre de nous y rendre d'une façon beaucoup plus simple. Arrivé à ce stade, on se retrouve face à un problème. Le Fanum trouvé, que nous pouvons appeler le temple de Mercure, puisque le livre de l'abbé Lacroix nous confirme qu'il était sans doute bien dédié à Mercure. Lorsque nous avons imaginé le décryptage du reliquat, la relativité restreinte et générale d'Einstein, j'ai attribué à cette partie du double reliquat la notion qui n'est pas sur la carte, reprenant ainsi la découverte de la ville de Lalonde-les-Morts, dans l'énigme 600. Or, ayant la carte IGN sous les yeux, le temple de Mercure est bien porté sur la carte IGN. Donc, si ce n'est pas une référence au temple de Mercure non porté sur la carte, à quoi cela peut-il faire référence ? La théorie de la relativité restreinte et générale, c'était 253, le bec de l'aigle. Effectivement, le bec de l'aigle nous confirmait Lalonde-les-Morts, puisque le trait théorique joignant le navire noir perché à Saint-Jean-de-Luz au bec de l'aigle à La Ciotat passe par l'endroit précis où se trouve sur la carte 721 maintenant Lalonde-les-Morts. Deuxième possibilité, plus vraisemblable à mon sens, le fait de parler du temple de Mercure qui n'est pas sur la carte et qu'il faut pointer sur la carte,
fait référence non pas à la carte IGN, mais à ce que j'appelle la carte du trésor, la carte de l'abbé Lacroix, à la fin de son livre. Effectivement, sur cette carte IGN de l'époque, des années 60, le temple de Mercure, évidemment, n'y était pas. C'est lui qui a porté la croix du temple de Mercure, comme il a porté la croix de la villa de l'administrateur du centre sidérurgique. Ces trouvailles amènent à penser que l'ordre des reliquats que nous allons utiliser n'est pas forcément le bon ordre. Dans cette liste de reliquats doubles, il y en a qui nous ont permis de comprendre la zone, il y a ceux qui nous ont permis de chercher ce qu'il fallait trouver pour résoudre, il y a ceux qui doivent permettre de trouver le pile-poil. Donc, il va falloir mettre tout ça dans le bon ordre de façon à obtenir une super solution compréhensible, applicable sur notre carte IGN et vérifier que ce qui est apparu est bien présent sur le terrain. Il faut donc reclasser les reliquats. Les Misérables, le comte de Monte Cristo. Regrouper les reliquats en deux parties. Ceux qui s'appliquent sur la carte immédiatement, qui permettent de vérifier la zone, et ceux qui vont nous permettre de comprendre comment nous devons utiliser cette super solution. Le gouffre de la pierre Saint-Martin, avec le voyage au centre de la Terre, nous indique le centre de la zone. Le livre de la chasse, avec la guerre des Gaules, nous donne les vestiges gallo-romains et plus précisément une villa gallo-romaine. La Vénus d'Île et l'expérience intérieure, une statue en bronze a été déterrée sur ce site gallo-romain. Avec 20 000 lieues sous les mers et la planète des singes, la super solution commence à nous expliquer ce que nous devons rechercher. Un livre qui raconte la découverte de cette statue en bronze avec un rôle important joué par l'eau. L'aiguille creuse et le nom de la rose, ce livre contient un document codé qui donne accès au trésor et se trouve dans un livre qui se trouve dans la bibliothèque de l'abbaye. Pas de l'abbaye, mais de Vézelay, dans le cas qui nous occupe. Ces 5 premiers reliquats nous ont donc confirmé que nous étions sur la bonne zone et nous donnent la marche à suivre pour continuer. Les reliquats suivants vont nous indiquer ce que nous devons faire sur cette carte du trésor de façon à continuer vers le pile-poil. Traité de l'équilibre des liqueurs et théorie de la relativité restreinte et générale. Traité de l'équilibre des liqueurs, temple de Mercure, théorie de la relativité, pointé sur la carte. Le pont d'Avignon et le pont de la rivière Quoy. Pont d'Avignon, pont de rivière Quoy, 2 ouvrages dont il ne reste que des ruines. 2 ouvrages à moitié détruits, donc une voie romaine, ce qui nous situe plus précisément le temple de Mercure au bord de cette voie romaine. Le Petit Prince et Micromégas, tracé vers l'azimut 30 et mesuré 666. Donc, à partir du temple de Mercure, tirez un trait azimut 30 et mesuré, a priori, 6,66 cm. Le coche et la mouche, la fable et la vérité, ce trait nous amenant vers une fontaine circulaire issue d'un puits. Effectivement, la direction que nous indique ce trait, c'est la mare de Grande-Fosse, qui, renseignement pris, est en fait un ancien puits de mine qui s'est rempli d'eau. Ces 5 derniers reliquats nous ont indiqué ce que nous devons faire sur la carte IGN, placée, mesurée dans une direction précise. Les 4 derniers vont donc nous indiquer comment trouver le pile-poil. Là encore, il me semble qu'il faut modifier l'ordre des reliquats. Je mettrai en tête l'histoire de France, Charles VII, Jeanne d'Arc et les rois maudits, le roi de fer. Un royaume restreint, le royaume de Bourges, et le fer, la forêt domaniale de Chauffour-Ferrières. Maintenant que j'ai la carte du trésor, je dirai plus précisément les alentours de la mare de Grande-Fosse qui révèle une intense activité liée à l'extraction du fer. En effet, la mare de Grande-Fosse en elle-même est un gros puits d'extraction, d'après ce que j'ai pu lire, et tout autour, nous avons de gros crassiers d'extraction du fer.
Don Quichotte, la chanson de Roland. Le repère pérenne en forme de trapèze. Effectivement, avec la carte du trésor, on peut penser que le repère pérenne est sans doute un de ces trapèzes dessinés par l'abbé Lacroix pour représenter les crassiers. Le Tour de France par 2 enfants et le Tour du monde en 80 jours, ces crassiers, ces chutes de l'extraction du fer forment des monticules. Nous allons donc certainement devoir trouver ce monticule de résidus d'extraction du fer. Je le comprends comme monter au sommet de ce monticule de résidus d'extraction du fer. Et enfin, le dernier reliquat, le plus important, Cyrano de Bergerac et le vicomte de Bragelonne. Cyrano de Bergerac, donc un cratère, le vicomte de Bragelonne, le masque de fer, donc un ancien cratère d'extraction du fer. La super solution s'applique sur la carte IGN. L'auteur des énigmes nous l'a dit et redit. Donc, se positionner sur le temple de Mercure, tracer le trait azimut 30, et mesurer 6,66. Ce qui doit me mener près de la mare de Grande-Fosse. Sur la carte du trésor, nous sommes sur l'intitulé de la mare de Grande-Fosse et sur ce que nous devons utiliser, à savoir la carte IGN, puisque Max Valentin a bien précisé que la super solution s'applique sur la carte précise, nous arrivons précisément un peu au-dessus de la mare de Grande-Fosse. Il convient de s'interroger maintenant sur la précision nécessaire. L'azimut 30, il semble que ce soit évident, puisque la super solution nous demande de trouver une pièce d'eau circulaire et que en azimut 30 depuis le temple de Mercure, nous arrivons en plein sur la mare de Grande-Fosse. Concernant les 6,66 cm, apparemment c'est quand même bien au-dessus de la mare de Grande-Fosse. D'après la carte du trésor, il n'y a pas d'amer remarquable de crassier à cet endroit-là. Ils sont situés soit à gauche, soit à droite. Une fois sur place, comment pourrait-on vérifier que nous sommes à 6,66 ? En 1993, pas d'usage du GPS. Le peu d'utilité du GPS était d'ailleurs vertement vilipendé par Max Valentin. Il a dit de multiples fois que ça ne servait à rien, et surtout pas pour cette chasse au trésor. Donc impossible de venir se positionner précisément à 6,66. J'en conclus que l'idéal est en fait de rejoindre la mare de Grande-Fosse et de là aller voir un petit peu plus loin sur la droite, puisque nous avons un trapèze noir, un crassier donc amer remarquable potentiel sur la droite. Autre incertitude, les amers remarquables. Les trapèzes dessinés par l'abbé Lacroix et représentant les monticules de scorie. Existaient dans les années 60, existaient-ils dans les années 90 et existaient-ils en 2018 ? Il fallait se renseigner pour savoir s'il était possible de trouver un de ces monticules. J'ai trouvé l'information sur le net dans un article. Ces monticules de scorie ont été détruits et utilisés pour empirer une partie des chemins communaux et des chemins d'exploitation forestiers. Par conséquent, peu de chances de trouver ces monticules de scorie. D'ailleurs,
lorsque j'avais été voir la villa de l'abbé, d'après le plan de l'abbé Lacroix, j'aurais dû en avoir un sous les yeux, et il n'y avait rien. Restait aussi une dernière chose à déterminer. Une fois trouvé le repère pérenne, il nous faut trouver un cratère. Mais où? Dans quelle direction? Au sommet de la butte? En fait, en réfléchissant, je me suis dit que le cratère s'appelait Cyrano. Cyrano de Bergerac. Bergerac sur l'orthogonale. Et l'orthogonale, elle est perpendiculaire sur la droite de l'axe que nous avons suivi. Donc, en arrivant sur le monticule de Scorie, sur la droite, à peu près à angle droit avec la direction par laquelle je suis venu, je dois apercevoir ce cratère. Alors, monticule, pas monticule, le cratère existe-t-il? Comment le savoir? Une seule façon de s'en rendre compte, aller sur place. Alors nous voilà sur le site. En 1993, ce chemin apparemment n'existait pas. Il s'arrêtait en fait un peu plus loin. S'arrêter quelque part là-bas, plus loin. Alors maintenant le problème c'est d'arriver à repérer précisément. Donc, continuer dans l'axe en contournant la mare par la droite. Et continuer à peu près dans l'axe de la Haudodia, sensiblement la limite 30. Ah, là-bas apparaît un monticule, effectivement, qui plus est a une forme de trapèze. Des scories gallo-romaines. Marchant vers la lumière, vers le repère de Donc du haut de la butte. La seule chose qui paraît assez évidente, c'est le cratère.